Des convivences entre les différentes, dans la population qui n'a pas la même identité. Et ça, c'est aussi un problème. Comme nous avons des territoires ruraux qui sont très, très riches dans le nord de l'Italie, surtout du centre, qui n'ont pas de problèmes, qui sont aussi mis en marche un développement très intégré et surtout qui sont réussi à vaincre les territoires ruraux aux touristes, surtout des gens qui viennent vivre, des étrangers qui viennent vivre en Italie. Mais quand même, l'agriculture chez nous, c'est encore un secteur très important dans les milieux ruraux, mais on a aussi les problèmes de la concurrence. Une relation permanente, et on essaie, avec l'ensemble des politiques dont nous disposons, qu'il s'agisse de leaders, mais qui n'est qu'un pan des stratégies de développement rural ou d'autres programmes dans le cadre des contrats de plan avec la région et le département, de provoquer, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et au développement de ces zones rurales. Voilà. Ça fait 20 ans plus ou moins qu'il y a eu beaucoup d'exodes à la grande ville. Et grâce à les projets LEADER et notre projet, et surtout à l'État espagnol, qui a décidé d'établir et consolider la population dans la zone rurale. Et maintenant, il a retourné la situation et grâce il a eu beaucoup de projets d'établir la population et grâce aussi à la tourisme urbain, nous pouvons dire que petit à petit... Le mouvement démographique, comme l'ont signalé les uns et les autres. Hein. Bon. Et globalement, les zones, par exemple en France appelées rurales profondes, leur population réaugmente à peu près d'1% par an. Hein. Donc, dans les on observe ça. Dans les on observe ça. Dans chaque canton. Mais même dans des départements très déshérités, enfin, il y a un retournement démographique. Donc ça, c'est ça la chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que, en fait, il y a création d'activités dans le monde rural, d'activités non agricoles. Hein. Bon, elles sont dans certains cas peu nombreuses, dans d'autres cas elles le sont davantage, mais il y a création d'activités, ne serait-ce que parce que tout cet afflux. D'abord sur la population. La population rurale dans le sud augmente en termes absolus, même si en termes relatifs, il y a une nouvelle répartition. Et le basculement, le dernier qui a eu lieu, c'est celui du Maroc, qui dans les années 90, où la population rurale est passée au-dessous de 50%. Mais c'est dans les années 90, c'est récent. Il y a une différence sur la démographie. Bon, bien sûr, la population dans le sud est jeune. Elle est vieillissante et elle est vieille dans le nord de la Méditerranée, ce qui explique aussi les situations de précarité. C'est ces populations-là qui sont en situation dans le nord de la Méditerranée. Alors, ce qui est le plus important, c'est le poids des populations et des ménages agricoles dans le monde rural. Dans le monde rural du nord de la Méditerranée, je prends l'exemple de la France. Ils interviennent dans le milieu rural et accessoirement dans les quartiers précaires. Ensuite, les populations cibles, d'après tout ce que nous avons pu voir, c'est d'abord les femmes et les enfants, population démunie, jeunes en quête d'activité et porteurs de projets. Ils interviennent dans les secteurs relatifs à la scolarisation, à la santé, à l'eau potable, petite et moyenne hydraulique, la vicinalité, chemin de l'eau, les activités génératrices de revenus, l'écotourisme, l'artisanat, l'élevage, l'agriculture, l'environnement. Alors là, les prototypes qui sont développés portent sur l'adduction d'eau potable. Et alors là, on peut développer, si vous voulez, des puits, des sources, des dérivés, etc. Eau solaire, manuel, un tas de choses selon les cas.
la promotion du préscolaire et de la scolarisation, l'hygiène et santé, formation, éducation, communication et sensibilisation, renforcement de capacités, recherche-action, études et accompagnement du projet, reboisement, gestion rationnelle de l'espace où les objectifs stratégiques sont posés, et si le projet testait la corrélation entre les objectifs et le projet lui-même proposé, de quelle manière le projet que l'on propose permet de résoudre le problème qui est posé à l'origine. Description du programme des opérations, la suite s'il vous plaît. L'évaluation des coûts, des risques, planning mise à disposition des fonds, outils de suivi d'évaluation, audit d'achèvement, audit d'impact. Toutes ces étapes sont des étapes que j'ai relevées dans les dossiers des associations qui sont venues ici. Point de vue montage financier, je constate aussi que les ONG sont un petit peu dans cette fourchette, qu'à chaque fois qu'un projet coûte 100, l'ONG. Merci, je vais parler au nom des associations mauritaniennes sous le contrôle de mon compatriote Mohamed Suleiman. C'est bon. Donc, j'ai un peu résumé la situation et le contexte des associations mauritaniennes dans le milieu de la jeunesse. Le démocratique a ouvert de nouveaux espaces pour l'expression citoyenne et pour l'éclosion d'associations voulant participer au processus de développement. Le deuxième facteur est déterminant. Ils sont des catalyseurs qui valorisent nos richesses particulières, que sont la capacité d'imagination, la formulation et la mise en œuvre des projets, la solidarité, la capacité d'entreprendre, sans oublier la recherche de partenariat et de la créativité. Dans notre pays, la Tunisie, depuis une quinzaine d'années, ces structures représentatives, qu'elles soient à l'échelle locale ou régionale, jouent un rôle clé par une démarche collective pour promouvoir, favoriser et accentuer le développement local, surtout en milieu rural. Je passe rapidement sur le contexte juridique des ONG en Tunisie. Associations mutuelles et enfin associations à caractère général. Les associations de protection de la nature et de l'environnement dont on compte une soixantaine